Après passage canal 11 dans la station camionnette Siloa, ti machan ak gros machan, ma konnen voyo ensemble pour remercier responsable mairie Delmayo pendant yo t'a prêté chapeau yo bien bas pour saluer équipe canal 11. Canal 11 salue. Oui, merci en pile parce que avant l'heure où nous avons mouru là, nous obligés de faire vidéo ça là ou faire lever mairie. Nous sommes contents en pile et nous ne pouvons pas supporter les patriotes en pile devant nous là. Parce que les pile machine a monté sous le monde, nous ne pouvons pas passer. Merci ou même tout. Les journalistes qui font un travail qui est bien dans le pays. Parce que si ce n'est pas tout même là qu'on ne va pas traiter tout, et nous-mêmes chita, nous ne pouvons pas chita là. Merci. D'accord, Canal 11, remercie madame. Ok, merci. Canal 11 salue madame. Nous saluons Canal 11. Nous remercions parce que Fatra a prié nous verts, on a mangé nous à terre, moi je nous remercions Canal 11 en pile. D'accord, Canal 11 remercie madame. À quoi c'est deux? Moi, je pour m'aborder la question insécurité. Et je crois que la situation qui est dans le pays, qui fait que peine chita pour l'accepter principe négociation, médiation, c'est parce que comme responsable, hommes et femmes d'État, nous pensons que la situation est extrêmement grave. Situation li dégénérée dans ça nous qui a passé là. D'ailleurs, dans peine nous toujours dit c'était le banditisme d'État. Et semaine ça nous vient ouais douane l'État a utilisé pour faire armes rentrer pour bandits. Et immédiatement la communauté internationale a été fixée que ça va passer dans la douane. Il y a un changement qui fait et puis nous découvrons toute l'obéi. D'ailleurs, ça nous c'est que le gouvernement a dit chat n'est pas entré dans la machine, conteneur n'est pas entré dans la province. Là, nous regardons, nous port de paix, c'est justement là, tout ça a continué à rentrer. C'est quand on vit là-bas, alors que dit c'est Port-au-Prince avec Cap. Et puis nous ZAM à rentrer, que ce soit port de paix qui va autoriser à entrer, que ce soit Port-au-Prince, côté conteneur, à rentrer des armes. Et même l'État ça qui a une recommandation de Sénat en 2020, recommandation de défaite, pour te mettre un petit lot dans la franchise, nous, on ne va pas mettre aucun lot, n'importe qui est-ce qui a utilisé, et puis, ZAM va rentrer, et ZAM ça, chaque coup conteneur sauf une regarder dans la rue, où est bataille qu'a fait, puisque alimenter bandit, cartouche, ZAM, malgré y a Kembe, nous, c'est peut-être le 10e qui est au Kembe. Mais tout passé, puisque nous, dans la Cité Soleil, bataille. Plus de 300 morts et blessés dans la Cité. Comment que pour nous tolérer que nous avons mouru comme ça dans le pays? Comment pour l'État pas dire rien? D'ailleurs, pas dire rien, j'en ai dit. C'est parce que vous complices la question des amis. La Tibonite, côté que tu as gagné une certaine paix, immédiatement, groupe reprendre, je dis alimenter, ZAM rentrer, cartouche et nous spectacle I2 que le député Aoudo se parler quand un jeune garçon, professeur de l'école, a marché et au tiré dessus. Et comme si rien n'était, et après au Rachel. Parce que ZAM rentrer, cartouche rentrer. Donc, mes situations qui ont déroulé sous eux, et c'est peut-être ça nous dit, il ne faut pas attendre. Il faut que Paléo accoucher justement de une gouvernance qui permette que
l'État coupé fâché avec Bandio. Il faut que le fait. Parce que non seulement l'État associé à Bandio, mais ça nous rentre dans l'État. Moi, attendez que policiers n'ont pas gagné bulletproof, gilet pas balle. Pour y aller dans l'opération, ils sont obligés de faire l'opération l'un après l'autre, alors que les ont fait plusieurs opérations. Pendant ce temps, même le ministère intérieur, qui est dans le CSPN, il a débloqué 25 millions de gouttes pour des fausses organisations. 25 millions de gouttes là, tu as passé 300 bons gilets pas balle. Pour les policiers qui ont mené l'opération. Alors que, ils ont fait 25 millions de gouttes là pour des fausses organisations. D'ailleurs, moi, je dis déjà. Pour le moment, pas de CASEC, non, pas de maire, non. Pour le moment, c'est agent exécutif intérimaire. Si on dit c'est des anciens CASEC. Mais si c'est qu'on y a, tout le monde, d'après décret qui est sorti juillet 2020, c'est agent exécutif intérimaire. Comment faire pour gaspiller quoi? Ou l'État qui a gaspillé quoi qui va renforcer la police, qui ouvre douane pour que les armes à cartouches qui rentrent, mais résultat, que Ariel bat nous pendant 1 an. Puisque 20 juillet, pour le faire Ariel 1 an. Et c'est dans le cadre de ça, nous dit que il y a deux bagages. Pas de dilatoire dans la question parler, parce que pas qu'à faire dilatoire. Et moi, je pense que nous avons besoin de l'autre leadership dans la tête de l'État. C'est le premier bagage qui, pour commencer, pour nous combattre l'insécurité, on l'autre leadership. Ou pas qu'à essayer à mener une équipe à la victoire, alors que l'équipe ça, c'est perdu tout le temps, perdu avec les mêmes joueurs. Donc, moi, je crois qu'il faut un autre leadership. Et moi, je pense tout que la police là, il y a certains côtés, il y a certains efforts qu'à faire. Quand on a Tibonite, il y a un commissariat tout neuf qui n'a qu'à faire pour sonder. Il faut que vous mettez les policiers là-dedans. Il faut que vous voyez justement pour blender. Et ça renforce la population parce que je dis à la population, pareil, pour l'accompagner la police pour résoudre le problème. Ça. Donc en même temps qu'il y a un leadership, nous demandons à la police, il y a des efforts qu'elle doit faire parce que la population pas qu'à attendre parce que la population a mouru. Et non seulement il y a une question de sécurité, pas besoin de parler de la vie chère. Pas qu'on compte passer pour prier au même genre. Pas parler de gouttes là, cap dévier. Pas grand rien que le gouvernement fait dans la question ça. Et bien chaque jour, attendez, mais c'est normal que gouttes là monte. Là où on prend 25 millions de gouttes, on doit débloquer gouttes comme ça dans l'État. Les principes économiques là, tout le temps il y a plus de gouttes. Et bien dollar là, et bien le monter. C'est l'État qui a gaspillé. Donc, nous avons l'État qui mérite de changer parce que financièrement, politiquement, socialement, toute attache l'État ça, c'est encourager Bandio. Et nous-mêmes, nous dit non à la question ça. Nous dit oui pour le principe de négociation, mais pas de dilatoire, pour un changement de leadership. Et en même temps, nous dit la police là, se précolle, parce que faut qu'il y ait un effort qui fait. Quand même, l'État paye 13 000 policiers. Et je pense que il y a des barrières qui fait pour éviter qu'il y ait des gens qui tombent, j'en ai dit, ouais, ils tombent. Andé à quoi c'est deux. Les jeunes de la COSAF, mais aussi d'autres jeunes qui les ont rejoints pour rendre possible cette journée, mais qui a été initiée, il faut le reconnaître, par le ministre Nesmi Maniga, le ministère de l'Éducation nationale. Et tout au cours de ce processus qui continue, j'ai fait et je fais encore cette riche expérience de rencontrer des gens. Je le dis souvent, chaque rencontre est une nouvelle naissance. Et là, à travers ces multiples réunions, ces multiples rencontres, j'ai connu, j'ai vu des hommes et des femmes qui se sont engagés, qui s'engagent encore pour cette jeunesse, pour ces élèves qui attendent tellement et à qui nous devons tant. J'ai rencontré le ministre et me parle avec jeune Cosafio, moi dis et reconnaître ça que c'est bien pour nous capable de une démarche de proximité. C'est bien que y a un responsable, une autorité qui a relé en jeune, qui a parlé en jeune,
comment sentir, qui ça capable de faire. Et jeunes non capable de sentir utile. C'est bien quand je rencontre les techniciens, les autres du ministère, de FNE, de l'UNICEF, et nous dit ensemble qui ça nous capable de faire. Et je dis à premier jour lancement candidaté 2022 avec thème Jouer pour la vie. Jeunes yo dit déjà y a marché. Y a marché à travers toute activité ça. Nous sommes dit le théâtre, danse, chant, musique, même formation académique pour eux. Côté moi ça, nous pas de prétention que nous allons faire l'école, non. Ce ne sera pas une école. Mais c'est un espace où chacun pourra apporter du sien. Chacun pourra apporter ce qu'il a de beau, ce qu'il a d'expérience et ensemble, nous pourrions construire cette jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui espère tant. Merci à chaque nan qui l'a, la presse, journaliste qui l'a, en pile amis, moi voilà, qui l'a depuis matin, parce que senti son moment qui est important. C'est l'occasion pour capable montrer jeunes tout dans l'autre facette. Et activité ça qui supposait multiplier, et nous croyons ça, la plus occasion pour chaque jeune dans différents coins, capable même dire mais qui ça a fait, mais qui ça a capoté, mais qui ça qui positif là où gardez-nous l'autre gens. Que perception a changé. Et l'école, nous croyons ça, c'est l'espace idéal pour que ça soit capable de faire. Et jeunes ça sont sortis dans la famille, ils sont sortis dans l'école, ils sont sortis dans le quartier, ils vont tourner un vecteur pour capable s'imailler énergie ça. Merci encore parce que nous là. Merci parce que nous choisissons rencontrer. Merci parce que vous avez choisi de faire la route avec nous. Ensemble, nous y arriverons. Merci encore. Mesdames et messieurs les cadres du ministère, de la direction départementale de l'Ouest, mesdames et messieurs, directeurs du lycée Jean-Marie Vincent et autres écoles invitées, distingués moniteurs, chers parents, chers enfants, chers participants au camp d'été, mesdames et messieurs les représentants de la presse et chers collègues de l'UNICEF. Je suis heureux de prendre la parole au nom de l'UNICEF dans le cadre du lancement officiel du camp d'été 2022, placé sous le thème « Jouer pour la vie ». Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est honoré d'accompagner le ministère en collaboration avec d'autres partenaires dans cette initiative qui vise à offrir à des enfants, des adolescents et des jeunes dans plusieurs zones de Port-au-Prince et du Grand Sud des espaces de jeu et d'apprentissage pendant la période estivale. De tels investissements se justifient quand nous pensons aux impacts de la Covid-19 qui a entraîné la fermeture prolongée de l'ensemble des écoles du pays et de la violence armée qui a affecté les écoles situées dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince et environ. Nous tenons également compte des conséquences du tremblement de terre du 14 août 2021 sur la communauté éducative dans les départements du Sud, de la Grande-Anse et des Nippes. Les différentes études conduites par le ministère en collaboration avec l'UNICEF ont mis en évidence les dommages causés par ces aléas sur le secteur de l'éducation dans les zones directement touchées, voire au niveau national. Monsieur le ministre, à côté des nombreux établissements qui ont été détruits, endommagés ou fermés temporairement ou définitivement dans l'Ouest et le Grand Sud, nous avons pu observer des milliers d'enfants, de parents et de membres du personnel éducatif traumatisés par ces crises dévastatrices qui se superposent. Ces crises ont causé des déplacements forcés de ménages qui croulent sous de lourdes pressions économiques, sociales, sécuritaires, émotionnelles et cognitives, et ce, affectant davantage les enfants et les femmes. Ainsi, l'organisation de ces espaces socio-éducatifs répond à un besoin réel, offrant aux enfants l'occasion de continuer à socialiser, à jouer et à apprendre à vivre ensemble, tout en développant leur habilité cognitive dans un contexte non formel, mais bon enfant et ludique. D'ailleurs, le thème retenu sur base consensuelle pour ces activités
d'été qui signifie jouer pour la vie le résume âprement. L'UNICEF croit fermement que le jeu fait partie intégrante de la vie. Il exerce un rôle prépondérant dans l'apprentissage de l'enfant, de l'adolescent, du jeune et même de l'adulte. En jouant, l'enfant arrive à mieux se connaître, à connaître l'autre, à découvrir le monde autour de lui, à développer sa motricité, son équilibre et sa santé mentale, ce qui lui permet de porter un autre regard sur lui-même et d'adopter une autre vision de l'autre. La Convention relative aux droits de l'enfant souligne en son article 31 que les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge. Donc, chers enfants, chers jeunes, vous aurez l'occasion de jouer, de vous amuser et d'apprendre ensemble, ce qui ne laisse aucune place à la violence. Vous apprendrez à gérer vos conflits sans recourir à la violence. Monsieur le ministre, le thème retenu, Jouer pour la vie, constitue également un message pour les acteurs sociaux, les autorités et les différents acteurs impliqués dans la crise actuelle. Quant à la nécessité de créer et de protéger des espaces de jeu, d'apprentissage dans un environnement empreint de tranquillité, de sérénité et de sécurité. Le respect de ce droit fondamental contribuera au développement harmonieux et intégral de l'enfant, lui permettant d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. En plus d'appuyer le ministère dans la réalisation de ces camps d'été, l'UNICEF continue, aux côtés d'autres partenaires, de préparer la rentrée des classes en septembre prochain pour permettre aux enfants et aux jeunes de continuer à jouir de leur droit à l'éducation malgré le contexte difficile et imprévisible. Je voudrais terminer mon propos en exprimant les préoccupations du Fonds des Nations Unies pour l'enfance concernant les actes de violence dont sont victimes les enfants et leurs familles. Des ménages sont obligés de fuir leur demeure, laissant derrière eux leurs possessions, sans savoir où ils vont. L'UNICEF est engagé avec tous les acteurs pour mieux protéger le droit des enfants en de telles circonstances. L'UNICEF redoublera d'efforts pour accompagner le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour garantir le droit à l'éducation des enfants à travers tout le pays et notamment dans les zones sensibles de Port-au-Prince. Ces camps d'été qui se déroulent ou qui se dérouleront ici au lycée Jean-Marie Vincent, à l'École nationale République du Pérou à Martissan, au lycée de La Saline et dans d'autres communes traduisent l'engagement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance d'œuvrer aux côtés du ministère pour la continuité de l'apprentissage entre deux années scolaires. Chers moniteurs, chères monitrices, chers participants, chers enfants, chers jeunes, je vous souhaite bon travail et bonne participation au camp d'été 2022. Je vous remercie. Merci en pile. Je vais commencer par les Madame Dorothy Nordeus, qui est directrice de l'École nationale Pérou de Martissan. Je vais demander tout, directeur Claude Manville, directeur École nationale sans application Martissan. Campé, justement. Directeur Claude Manville. Je vais demander tout, directeur Ralph Vladimir Rameau, directeur du lycée national de La Saline, pour venir camper là. C'est des gens que je voulais honorer, que le ministère voulait honorer pour grande contribution dans le pays. Année l'école difficile 2022-2023. M'après tout, directeur junior Stanley Raton, directeur lycée national, l'école nationale Cité Soleil dans Boston, pour que lui rejoigne nous là, directeur Raton. Environ 5000 petits gens qui détournent l'école, qui partent l'école, qui ont fait 3 ans, qui ne partent jamais tourner l'école, ou qui sont obligés de quitter la carrière pour aller à l'école de l'autre côté. Mais grâce à directeur ça, femme cité directeur Josaph Fatou,
lycée du Vivier Cité Soleil, parmi tous les directeurs qui font effort, que c'est Matissan, La Saline, Cité Soleil, pour garantir droit Timounio pour aller à l'école à Nissa. Directeur général Fonds national d'éducation, représentant résident permanent UNICEF dans le pays d'Haïti, directeur départemental l'Ouest, directeur exécutif Comédie sans frontières Haïti, COSAF, qui est principal partenaire ministère dans le camp d'été Jouer pour la vie, membre cabinet ministère, direction technique dans le ministère qui l'a, coordonnatrice programme national cantine scolaire qui est présent, police nationale d'Haïti qui est présent à travers inspecteur Edupol qui est présent, Jimmy François, et qui est un gros partenaire, surtout dans une zone difficile, l'Ouest, et qui accompagne élèves, parents, ministères pendant l'école difficile ça. En plus, le monde qui passe avant me dit, quand d'été 2022 sous thème Jouer pour la vie, c'est parce que l'école pas qu'à camper et l'école pas qu'à attendre. Ministère avec tout partenaire t'es décidé à ça avec support reste gouvernement pour que dans zone qui plus difficile nous continuer à encadrer tout le monde et ça qu'a fait aujourd'hui Tabal qui peut accueillir tout le monde qui a sorti ti place Caso, Bois Blanc, Tabac 27, Torsel, Peigné et tout l'autre côté que nous avons invité vin dans caille directeur lycée Jean-Marie Vincent qui accueille nous dit que c'est une première activité que le ministère a fait avec partenaires parce que nous avons continué pour nous accompagner et accueillir Timon Badelman à Port-au-Prince, La Saline. Nous avons réfléchi pour nous continuer le travail. C'est pour ça, responsable l'école Cité Soleil là, pour nous qui gens nous capables d'accompagner malgré la situation difficile là. Et puis bien sûr, Matissan. Aujourd'hui, dans le lycée Jean-Marie Vincent, tout partenaire qui sont sous table là, nous avons objectif d'accueillir environ 1400 timoun. 1400 timoun de 7e année fondamentale jusqu'à terminale secondaire. Pendant un mois, avec accompagnement technique, COSAF, qui mobilise en pile l'autre partenaire. Et qui définit dans Jouer pour la vie à la fois activité récréation, activité création, mais activité compensation apprentissage pour apprendre tout. Après année pays loc, après année Covid-19, même si année ça, tout côté ça était possible, calendrier scolaire était respecté. Même là, nous connaissons un gros défi qui était dans le département sud. Même là, nous connaissons dans pile zone de Port-au-Prince, surtout dans la zone Matissan, côté ministère, pour qu'on mette pied, ou bien dans quelques zones, quoi des bouquets, situation était difficile. Mais heureusement, la majorité de gens tournent l'école et boucler à l'école. Parce que nous avons gagné plusieurs années difficiles, le ministère n'a pas dit c'est vacances qui donc tout le monde était la caille. L'école n'a pas qu'à camper parce que si cantine n'a campé Matissan, si l'école n'a campé avec cantine n'a campé dans toute l'autre zone difficile, eh bien nous pas obligés de recommencer à zéro encore dans la date 5 septembre. C'est pour ça que nous pas qu'à camper de travail là.
Et c'est pour ça, ni Cité Soleil, ni Matissan, ni La Saline, ni Badelma, eh bien l'école pas campé, mais c'est jouer pour la vie, côté que Timoun yo même. Et nous, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui organisent, bien sûr, avec accompagnement technique COSAF, mais c'est eux qui font sécurité, c'est eux qui font discipline. Et nous te proposé, puis nous te choisi thème dans tout. Ils fait musique spéciale. C'est eux-mêmes qui ont organisé tout campagne, avec parole payo, avec vécu payo, avec expérience payo. Le ministère a 3 messages aujourd'hui. Mon premier message, c'est pour les jeunes. UNICEF se dit que le programme n'a pas prêté seulement Port-au-Prince, la fête dans le Grand Sud. Et nous avons encouragé toute direction départementale, suivre exemple leadership direction départementale l'Ouest, parce que nous démarrons dans l'Ouest et nous avons encouragé tout l'autre département avec petits moyens difficiles que nous gagnons, pas camper, pour que nous continuions à encadrer la jeunesse là. Parce que COSAF se dit, et nous devons apprendre vite, l'école pas qu'attendre, jeunesse là pas qu'attendre, Haïti pas qu'attendre. Et le premier message pour la jeunesse là, c'est ça. C'est le même message 2014, 2015, 2016. Quoi dans tête nous? Bat bête. Et toujours été motivé pour nous servir exemple pour toute la jeunesse là. Moment ça, c'est moment pas nous. C'est moment pour nous prouver par nous que pendant les vacances, nous étions focus sur compétences pour la vie. Ça nous apprendre pas seulement sous ban l'école. Moi compter sur nous pour esprit discipline. Là nous continuons à accueillir toute l'autre jeunes. Et quand ça possible, nous allons inviter nous pour nous partager avec l'autre camp dans le département de l'Ouest, côté ça possible, expérience PAN. Dans atelier, peinture, dessin, sport, toute l'autre activité lecture, parce que pas une journée lecture. Journée, côté nous allons inviter un pilote, auteur, tout, éditeur, entrepreneur, artiste, pour venir partager bon moment avec nous. Deuxième message, c'est pour les parents. Merci parce que les parents font ministère, COSAF, dans Kassa. Nous parlons de l'autre acteur culturel dans l'autre camp et l'autre partenaire technique dans l'autre camp tout. Que vous faites confiance avec tout partenaire, puis vous confiez un petit monde pendant jour, pendant un mois, quand ça a fait. Mais même là, nous confions nos petits monde, c'est l'occasion pour nous dire tout. Nous avons une responsabilité, leur tourner la caillou pour nous veiller sur eux. Dans l'année qui vient là, les parents ont pas pile place dans l'école. Parce que tout partenaire connaît que chaque école dans le pays, quitte le public, quitte le privé, le ministère a décidé de ça, faire présent dans l'école, à travers le conseil de l'école. Puis il y a une responsabilité tout pour accompagner directeur, censeur, surveillant, encadreur pédagogique et accompagner professeur autour avec tout reste personnel, soutien, gardien, ménagère, agent de sécurité, etc. Troisième et dernier message là, c'est pour personnel pédagogique et administratif ministère de l'Éducation nationale. Pour me dire merci encore, parce que nous sommes passés une année, même là c'était difficile, nous boucler l'année, nous faisons examen. Et c'est grâce à l'effort tout directeur de l'école privée dans le pays, tout directeur de l'école publique dans le pays, qui a assumé une grosse responsabilité pour montrer le pays et montrer tout l'autre secteur dans le pays, nous, ces derniers remparts, nos sociétés, à pas fini. L'école, c'est le dernier espace pour protéger tout le monde et protéger la vie. Les sociétés ont perdu repère. Zam pas arrivé dans la main avant zam planté dans la tête, dans l'esprit, dans le cerveau. Et wall l'école là, wall directeur l'école publique, directeur l'école privée, wall inspecteur,
rôle professeur et tout le monde qui représente l'école là, c'est désarmer l'esprit, désarmer tête. Nous comptons, nous compter sur police communautaire, sur Edipol, qui depuis 2015 a accompagné le ministère dans le rôle désarmer l'esprit. Pour que les âmes pas sortir dans la tête, puis arriver dans la main. Et c'est pour ça, dans tout camp été joué pour la vie, le ministère va continuer et aider jeunesse pour les âmes pas arriver dans la main. Priorité gain l'espoir. Et dans ce sens ça, nous remercions la presse qui aide à relayer le message. Que les jeux commencent et que l'école là continue parce que l'école n'a pas qu'à attendre. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général en chef et les membres du haut commandement, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, policiers, policières, chers invités. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir dans les locaux de la Direction générale à l'occasion de la remise par le gouvernement haïtien des distinctions à certains policiers qui se sont révélés plus qu'engagés dans la lutte pour la restauration d'un climat de sécurité dans le pays. Ce geste symbolique ne saurait exprimer l'ampleur de tous les sacrifices consentis à l'échelle nationale par un nombre incalculable de policières. Toutefois, il exprime une reconnaissance pour le gouvernement et le haut commandement en particulier des efforts déployés continuellement par les confrères et consoeurs pour exécuter les missions qui leur ont été confiées. De plus, la cérémonie de ce matin, loin d'exprimer un satisfecit, s'inscrit dans un appel renouvelé à tout le corps policier afin de redoubler d'efforts pour que la sécurité intérieure de l'État, la protection des vies et des biens de la population et toute personne se trouvant sur le territoire national soit garantie. Je profite également de l'occasion pour remercier le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur engagement aux côtés de la police nationale d'Haïti. Pour les matériels et équipements commandés qui viendront renforcer sous peu la capacité opérationnelle d'intervention des forces de police appelées à faire face à des menaces sécuritaires inédites et multidimensionnelles. Aujourd'hui, par mon organe, la police nationale d'Haïti vous promet de faire un bon usage de ces équipements. Un usage rationnel, efficient et efficace. Nous promettons à la population haïtienne de tout faire
dans le cadre du respect de la loi et des droits fondamentaux de la personne humaine pour que la sécurité soit rétablie à un niveau acceptable. Je ne saurais terminer cette intervention sans annoncer la signature et la publication du décret portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents de la PNH engagés dans des opérations spéciales. Pour que nous dérivions à la signature du décret, ça, il y a un ensemble de travail qui était fait. Et le travail, ça, il a commencé dans la base de la police là, pour arriver dans le commandement. Donc c'était un travail d'équipe pour que nous te fassions une proposition à membres du gouvernement et qui te prend un projet à cœur et qui te encouragé nous. Et puis après étude que vous fait, évaluation que vous fait, décret ça arrivé, signé et publié. C'est un pas dans l'histoire de la police là. Jodi a nous gagnons un cadre légal. Côté que le gouvernement engagé, l'État a même engagé pour que les policiers blessés en cas de service, ou du moins, pire, si un policier mourit, mais madame li a petite li, au moins, bon prise en charge qui prend. Pour que avenir petite policier, madame policier, il pas hypothéqué. Donc, nous tenons pour que nous remercions le gouvernement pour AXA. Et c'est un gros pas. Maintenant, il était au niveau recommandement pour que nous travaillions, pour que nous mettions de balises, mettions de structures pour que les policiers soient capables de réellement bénéficier des décret ça. Sans travail administratif ça, les policiers sont toujours en difficulté. Donc, nous allons mettre notre travail au niveau du commandement pour nous préparer documents administratifs, sensibiliser les policiers dans toute direction départementale, dans tout commissariat pour nous expliquer, discuter avec eux sur le décret ça. De façon à ce que pour bénéficier si par malheur en bagaille est arrivé. Par ce acte, la lutte contre le banditisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes va prendre un nouvel élan. La lutte que nous avons menée contre bandits, toute qualité bandit. J'en ai souvent dit, bandit avec sapat, tant coup bandit avec cravate. Nous avons continué à prendre responsabilité nous dans la question de la sécurité pays. Nous avons toujours travaillé pour une police professionnelle, apolitique, qui ne prend aucune partie. Nous sommes là pour que nous respections la loi, pour appliquer la loi. Et là, nous avons mené enquête, côté enquête, la mené nous aller. Sans tenir compte de personnalité, sans tenir compte de clan, sans tenir compte de non-monde. C'est un devoir à la nation et c'est un engagement constitutionnel que nous prenons responsabilité. Policiers mieux. On connaît que chaque jour, nous avons goumé dans la rue. Surtout dans la zone métropolitaine. Nous avons goumé centre-ville, nous avons goumé Torsel, nous avons goumé la Tremblay, nous avons goumé Canaran. Chaque jour, son lutte. Jodia, la Tibonite. Recommencer. Mais nous pas faillir. C'est difficile, mais victoire c'est pour nous. Avec détermination, nous. Avec engagement, nous. Et je crois, avec équipement qui peut arriver, que nous souhaitons écrire rapidement,
pour que la police là vienne pidjam pour répondre à la responsabilité. Je connais un pile nous là impatient. Impatient pour nous lever des filles. Nous pas prêts pour nous lever des filles. Kembe Djam. Une fois de plus, au nom de la police nationale d'Haïti, je vous remercie de votre présence et nous encourageons tous les policiers et policières à continuer à faire montre du courage, discipline, détermination et loyauté envers les lois et les valeurs républicaines. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire, c'est pour nous lier. Merci. Monsieur le directeur de cabinet, Premier ministre, messieurs les secrétaires généraux, policiers, policières, mesdames, messieurs, messieurs de la presse. C'est avec un pile plaisir, aujourd'hui, je me trouve ici avec représentant police nationale d'Haïti pour marquer une année depuis que je prends fonction comme chef du gouvernement de la République. Nous tous nous connaissons dans ce qui circonstances pénibles, dramatiques, que nous arrivons avant date ça avec mort tragique président de la République là. Événement ça secoué en pile institution policière. L'homme vini comme chef Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, moi joindre une police démoralisée, démobilisée, qui a demandé tête li, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est capable de jouer réellement rôle li, qui c'est protéger et servir population? Population lui-même a commencé perdu confiance dans la police li. Elle a commencé à demander tête li, qui ça pour le faire pour le minimum de protection. Les exactions des gangs armés, les nombreux crimes et massacres restés impunis jusqu'à ce jour, la multiplication des kidnappings, le blocage prolongé de la route de Martissan, qui a coupé 4 départements du reste du pays, ont contribué à semer le doute dans la population, aussi bien que parmi les policiers et même chez les étrangers. La précarité des moyens mis à la disposition de la PNH est venue compliquer davantage la situation. Mais j'ai vite compris que plus qu'un problème de moyens, la PNH faisait face à de sérieux problèmes d'organisation. Mon gouvernement a bien pris la mesure de la situation et a engagé les réformes nécessaires. Je veux ici saluer le commandant en chef de la PNH qui a su en peu de temps et avec des moyens limités redonner du cœur à l'ouvrage à nos policières et à nos policiers. Un an après, la différence est palpable. On sent qu'il y a des policiers plus motivés, plus déterminés que jamais auparavant à accomplir leur noble, difficile et parfois périlleuse mission. Je crois pouvoir dire que celles et ceux qui ont la lourde tâche de tenir en respect des gangs de plus en plus armés ont maintenant le moral. Ils savent qu'ils ont le soutien de leur commandement et des responsables politiques.
Ils savent qu'on ne leur demandera pas de pactiser ou de transiger avec des bandits, ce qui les met en confiance pour mieux les combattre. Nous savons que la PNH a besoin de plus de matériel, de plus d'équipement, de plus de formation. Mon gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour les leur procurer. Nous miser dans la route. Ce n'est pas parce que nous voulons, mais c'est parce que nous rencontrons un pile obstacle. Mais nous commençons à passer sur eux. À la fin, moi su, n'a capoté bonne nouvelle. En dépit de ces retards, tout le monde est obligé de constater que la PNH, malgré la précarité de ses moyens, est parvenue ces derniers temps à remporter quelques victoires et à contenir certaines percées tentées par les bandits. Dans la lutte contre l'insécurité, la tendance populaire est de dire que nous ne faisons rien ou que nous n'avons rien fait tant que nous n'avons pas éradiqué le phénomène, tant que nous n'avons pas éliminé ou mis hors d'état tous les kidnappeurs, tous les criminels, y compris les gros bonnets qui les alimentent en armes et en munitions. Mais les observateurs avisés et de bonne foi auront remarqué que la PNH, sans le courage et la détermination de nos policières et de nos policiers qui risquent chaque jour leur vie, les gangs auraient déjà pris complètement le contrôle de la capitale et du reste du pays. Sans leurs interventions quotidiennes, de nuit comme de jour, la situation aurait été bien pire. La PNH ne fait pas de publicité systématiquement autour de ses opérations et des succès qu'elle remporte. Mais je suis certain que les bandits, eux, sont bien au courant. Ces succès, nous les devons au courage d'un certain nombre d'agents de la PNH qui montent au feu tous les jours et toutes les nuits. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a adopté un décret paru dans le Moniteur du 1er juillet 2022 instituant une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents de la PNH engagés dans des opérations spéciales de police. Il est du devoir de l'État d'assurer à celles et à ceux qui prennent des risques pour nous permettre de vivre dans la paix et dans la tranquillité, et aussi à leurs familles, un soutien financier au cas où ils viendraient à être victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Les montants fixés ne pourront jamais compenser les dommages subis, mais ils témoignent de la considération et de la reconnaissance que le peuple haïtien doit à celles et à ceux qui se donnent sans compter pour les protéger et les servir. Les Haïtiennes et les Haïtiens doivent savoir qu'au sein de la PNH, il y a des citoyens dévoués, conscients de l'importance de leur mission et de leur responsabilité. Il faut que cela se sache, que malgré la mauvaise publicité qui lui est faite, la PNH n'a pas démérité. Il y a des gens qui disent la police n'a pas mauvais grain dans mi-temps. Ce n'est pas menti.
mais yo pas en pile. Et chaque fois nous découvrions, nous avons fait ça la loi dit contre yo. M'a profité pour m'encourager et féliciter toute maman, toute papa, toute mari, toute madame, toute petite, frère, soeur, voisinage policier. M'a dit yo, nous devons être fiers de policiers nous yo. Faut nous dire yo ça pour yo connaître, nous apprécier yo. La police n'a fait travail avec zone dans des conditions difficiles. Le gouvernement veut reconnaître ça publiquement devant toute nation. C'est pour ça que je demande au commandant en chef là pour sélectionner quelques policiers méritants qui font preuve yo sous terrain et qui méritent une décoration. Il présentait plusieurs nombres moins. Mais malheureusement, décoration beaucoup pareil. N'a pas une lettre. N'a pas un témoignage de appréciation. Alors, je veux vous dire quand même au nom du gouvernement et du peuple haïtien que votre service est grandement apprécié et la nation vous est reconnaissante pour ce que vous faites et pour ce que vous allez continuer à faire. Grâce à vous, grâce à votre dévouement, nous pouvons espérer et savoir que dans un temps pas trop lointain, nous allons pouvoir reprendre une vie normale et dormir tranquille parce que vous veillez sur nous et vous montez la garde. Comme je l'ai dit, en attendant les décorations, je vais laisser à votre commandant en chef un petit présent qui se chargera de vous remettre. Geste symbolique, mais qui dit toute notre fierté de vous compter parmi les agents de la PNH. Encore une fois, et merci pour votre service. Attendez à quoi c'est deux. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui a passé un bon bout de temps au ministère de la Justice et qui s'est consacré et qui se consacre encore à la défense des droits des personnes en détention, qui s'efforce d'appuyer les acteurs, les structures étatiques, les membres de la société civile dans le cadre du respect scrupuleux des garanties judiciaires. Je veux parler de Maître René Magloire. Madame la première secrétaire à l'ambassade du Canada en Haïti, Madame la directrice pays d'Avocats sans frontières Canada, Monsieur le protecteur adjoint de l'OPC, mes très chers confrères, consoeurs, avocats du cabinet de Maître Fatal dans la salle, chers collègues au niveau du bureau de ASF
en Haïti, chers collègues membres de la société civile, chers collègues au niveau de l'OPC, nous avons le plaisir de nous associer au lancement de cette grande activité portant sur le guide pratique sur le recours en habeas corpus. Le maître de cérémonie l'a signalé en faisant les propos d'introduction. C'est un document d'une très grande importance. Et c'est avec plaisir que, au niveau de l'OPC, nous avons accepté de nous associer à la publication de ce texte, certainement qui sera un outil de référence pour tous les professionnels du droit, mais aussi nos amis au niveau des organisations de la société civile. Recording in progress. Il faut dire que Avocats sans frontières Canada, présent en Haïti, cette organisation qui est présente en Haïti, supporte volontairement les structures étatiques, supporte les organisations de la société civile, supporte également les associations professionnelles, telles par exemple les associations de magistrats, les associations d'avocats, les associations de journalistes. L'apport d'Avocats sans frontières Canada depuis un certain temps en Haïti est, sans risque de nous tromper, est incontournable. Et justement, au niveau de l'OPC, ça fait pratiquement près de 5 ans que Avocats sans frontières Canada et OPC travaillent dans le cadre de l'implémentation d'un projet portant sur l'accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti. Tribunal première instance Port-au-Prince fait assise criminelle avec assistant jury pour des crimes de sang, par exemple, ça les assassinats. Eh bien, dernière fois, ils ont fait assise dans le tribunal de première instance, ça a remonté à 2018. Nous, en 2022, alors que loi fait obligation à chaque juridiction pour que vous organisez une assise criminelle avec assistance jury, au moins chaque 6 mois, tu as supposé gagner 2 assises par année. Quand on présente ce tableau et quand on se réfère aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme que l'État haïtien a signé, que l'État haïtien a ratifié au niveau du système onusien de protection des droits de l'homme, au niveau du système interaméricain de protection des droits de l'homme. Donc là, j'ai en tête le pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avons ratifié. J'ai en tête la convention relative aux droits de l'homme que l'État haïtien a ratifié. Eh bien, on peut dire qu'on est en pleine violation des garanties judiciaires qui sont protégées, qui sont insérées non seulement dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, mais aussi dans l'arsenal juridique haïtien. Voilà pourquoi Avocats sans frontières, en décidant de publier avec la participation de ses partenaires qui sont sur le terrain, ce document, nous pouvons dire, c'est
une activité, c'est une décision d'une grande importance. Nous espérons vivement que ce guide portant sur le recours en habeas corpus pourra permettre aux professionnels du droit, aux avocats, avocates, sensibilisés par rapport à la question de la détention préventive prolongée, d'utiliser ce document pour faire un plaidoyer beaucoup plus efficace auprès des instances nationales, mais également permettre de faire une plaidoirie aussi par devant les juges appelés à statuer sur les cas des personnes privées de liberté. Car dans toute société bien organisée, dans toute société axée sur l'humanisme, sur la justice, sur le respect des droits de l'homme, eh bien, la porte d'entrée de toute civilisation est liée aux conditions de vie que nous donnons aux prisonniers, aux personnes en détention, mais aussi la possibilité de se défendre quand ils sont les individus ou bien quand elles sont en conflit avec la loi. Nous voulons, en dernier lieu, renouveler la volonté de l'OPC de continuer à travailler, de créer cette synergie avec les autorités étatiques d'abord. Nous entendons par là les autorités au niveau du ministère de la Justice, les honorables magistrats assis et debout, mais créer aussi cette synergie avec les organisations de la société civile, les confrères avocats, les défenseurs des droits de l'homme, pour qu'il y ait, on l'espère bien, en dépit de tout, une amélioration en matière du respect des libertés individuelles en Haïti. Je vous remercie. L'accompagnement international à la justice haïtienne durant ces 30 dernières années a toujours été constant et constructif, il faut bien l'admettre. Le souci du respect des procédures et des droits a toujours été une préoccupation de tous les instants. Toutefois, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des efforts déployés, ce qui, malheureusement, laisse un goût d'inachevé de la grande aventure d'orienter la justice haïtienne vers la voie de sa modernisation. Étant entendu que cette voie demeure celle de sa crédibilité nationale et internationale. L'épaisse brume d'archaïsme, d'incohérence, d'incompétence et d'asservissement qui bouchait l'horizon du système pénal, malheureusement, ne se dégarnit pas encore. Au tribunal de la conscience du peuple, la justice reste encore sur le banc infâme des accusations de toutes sortes. Les gens croupissent en prison indéfiniment. Le système judiciaire se révèle incapable d'assumer pleinement la charge de juger. L'habeas corpus, l'instruction et le jugement sont en panne. La machine pénale semble déposée au fin d'être démolie. Le constat de plus d'un est que la procédure en habeas corpus, pourtant très utilisée par les défenseurs, est très mal consommée par les acteurs de la chaîne de jugement. Les doyens ont systématiquement rejeté des recours au motif que le dossier de l'arrestation de X ou Z
recourant a été déjà acheminé au cabinet d'instruction. La compréhension qui s'est dégagée est que le cabinet d'instruction est le lieu où sont blanchies les arrestations illégales. Loin de là. L'analyse froide permet-elle d'aller à la conclusion que les ordonnances d'habeas corpus sont généralement mal motivées ou pas du tout motivées? Je ne veux pas faire ici le procès de ces ordonnances, mais il faut quand même s'accorder pour reconnaître qu'autant que les actions d'habeas corpus sont généralement mal initiées, autant les ordonnances cousues en l'occasion ne répondent pas à la question particulière de l'illégalité de l'arrestation et du caractère arbitraire. On peut se poser la question: qu'est-ce que l'habeas corpus, ce droit constitutionnel et universel? Mesdames, Messieurs, l'habeas corpus, c'est une procédure dont disposent les personnes pour contester leur arrestation ou les menaces privatives de liberté pesant sur elles lorsqu'elles ont été opérées contre le gré de la loi et pour demander conséquemment leur mise en liberté ou la révocation des mandats restrictifs de liberté arbitraires devant un tribunal indépendant et impartial. La pratique de l'habeas corpus, qui a fait son chemin depuis l'adoption de l'Habeas Corpus Act par le Parlement anglais au XVIIe siècle, est devenue le pilier central du système du respect des droits de l'homme depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En effet, en son article 10, la Déclaration universelle des droits de l'homme postule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui se prononcera, entre autres, sur les accusations dirigées contre elle en matière pénale. Dans sa politique de respect de l'État de droit et des droits de l'homme, les pays membres des Nations Unies se sont mis d'accord pour que l'arrestation de tout individu soit encadrée par la loi. Il s'agit d'un devoir imposé aux États, ce pour prévenir l'arbitraire du pouvoir politique et le pilotage de l'extérieur du système judiciaire. Le protecteur du citoyen vous a parlé, entre autres, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention américaine relative aux droits et aux droits de l'homme, deux instruments que notre pays a ratifiés et qui donc, en vertu de l'article 276 de la Constitution, font partie de la législation haïtienne. La Constitution haïtienne elle-même, la Constitution de 1987 bien sûr, inspirée de celle de 1946, a reconnu aux personnes arrêtées le droit de contester la légalité de leur arrestation devant un tribunal. Cela s'inscrit autant dans la démarche du respect des droits de la personne humaine que dans la lutte permanente de l'État contre la détention arbitraire. Le combat pour le respect de l'État de droit et contre la détention arbitraire passe par la mise en œuvre effective des dispositions des articles 26, 26.1 et 26.2 de notre Constitution. La Convention américaine des droits de l'homme, dont je viens de parler, à laquelle Haïti est partie, prescrit que les personnes détenues ont le droit d'introduire à tout moment un recours conformément au droit interne devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans délai si cette mesure est irrégulière. À ce niveau, il est utile de souligner que le recours en habeas corpus ne s'inscrit dans aucune temporalité. À tout moment, la personne détenue doit pouvoir trouver un tribunal indépendant et impartial pour examiner la légalité de son arrestation
et le caractère arbitraire de sa détention. Dans ce cas, le cheminement du dossier doit demeurer étranger de la décision qui doit sortir. Seul compte le caractère légal ou non de l'arrestation et le caractère arbitraire ou non de la détention. J'aimerais rappeler à cet égard que les juges ne sont pas maîtres du délai dans lequel ils doivent trancher. La loi, en particulier celle du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, oblige les juges d'instruction à trancher dans un délai maximum de 100 jours, y compris celui de la navette du dossier entre le cabinet d'instruction et les parquets. Quant au juge de la liberté individuelle, il doit trancher séance tenante. Le non-respect des délais de procédure prévus par la loi ouvre la voie à une action de prise à partie contre l'autorité de justice concernée. Chers amis, le guide qui vous est présenté aujourd'hui vient combler un vide immense dans la façon de faire des défenseurs au quotidien. Aujourd'hui, il faut admettre que le salut de la justice est entre les mains des acteurs du système judiciaire. Il faut admettre aussi que le féminisme de la justice corrompu pue aussi sur le visage de l'ensemble des acteurs. L'émondage continuel est de bon augure, mais s'il est couvert du discrédit, du fanatisme et de l'opprobre de la mise à sac des acteurs indociles, cela ne servira qu'à servir le système autant décrié que dégoûté. Ce guide de bonne pratique sur le recours habeas corpus se veut une contribution importante de la modernisation du système judiciaire haïtien. Mais pour cela, vous autres les acteurs judiciaires, vous devez l'embrasser et le mettre à profit. Car si déjà il est zippé dans le sac des documents oubliés, il n'aura pas réussi à influer sur la désagréable image de la justice haïtienne, à diminuer considérablement l'épaisseur des odieuses brumes couvrant son visage. Faites-en votre bréviaire, et là je m'adresse surtout aux jeunes acteurs judiciaires, aux jeunes juristes. Faites-en votre bréviaire. Et je rappelle toujours que l'administration de la justice perd toute sa crédibilité lorsque des criminels sont en liberté parce qu'ils sont riches et que des innocents sont en prison parce qu'ils sont pauvres. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour participer à cet important événement. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir son partenaire Avocats sans frontières Canada depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d'un important projet intitulé « Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti ». Ce projet vise, entre autres, à défendre les droits fondamentaux de la personne et à améliorer l'accès aux services et aux résultats judiciaires pour la population haïtienne. C'est sous le chapeau de ce projet que nous nous trouvons réunis ici aujourd'hui, spécifiquement pour couvrir et lutter contre une problématique qui vivent de nombreux membres de la société haïtienne qui sont en conflit avec la loi, la détention provisoire abusive. Il est bien documenté depuis de nombreuses années que la pratique de la détention provisoire est non seulement courante, mais plus souvent, elle est la norme et non l'exception. Alors que de nombreux secteurs de l'économie haïtienne traversent une période difficile, je pense que vous savez mieux que moi que le système judiciaire et pénitentiaire haïtien a connu un certain nombre de problèmes. En plus de certains dysfonctionnements du système de justice en matière de la poursuite des crimes, les personnes incarcérées, y compris celles qui n'ont pas été condamnées, vivent malheureusement des existences très difficiles dans le système carcéral haïtien, car les circonstances pénitentiaires sont en inadéquation avec les normes internationales en matière de détention.
On pourrait et on devrait même aller jusqu'à dire que les conditions de détention dans de nombreuses prisons haïtiennes représentent des atteintes importantes à leurs droits humains fondamentaux. Bien que nous ne puissions pas résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontées les personnes détenues en conflit avec la loi, nous pouvons travailler ensemble pour améliorer les résultats judiciaires et réduire les cas d'abus potentiels des droits de l'homme, y compris ceux qui se produisent dans le cadre de la détention provisoire. C'est pourquoi le lancement aujourd'hui de ce guide de bonnes pratiques sur le recours en habeas corpus est si important, parce qu'il signifie la disponibilité d'un levier efficace à la disposition des membres de la société civile et de la communauté judiciaire d'Haïti pour lutter contre les détentions provisoires en Haïti et contribuer à faire cesser les violations des droits des personnes incarcérées. Cela permet non seulement de faire vérifier le caractère arbitraire ou illégal d'une détention, mais il peut aussi être utilisé pour faire cesser toute autre action des autorités administratives ou judiciaires qui menacerait la liberté individuelle et pour vous aider à donner aux Haïtiens un meilleur accès à la justice pour tous les membres des communautés haïtiennes, surtout les plus vulnérables, les femmes, les filles et les personnes en situation de handicap. Tout au long de la journée, vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur le guide et les stratégies qu'il met en œuvre pour protéger les droits des personnes privées de liberté. Vos échanges permettront le partage de leçons apprises parmi les avocats, doyens, juges et membres de la société civile judiciaire présents aujourd'hui. C'est également un plaisir de voir autant de membres des médias locaux ici pour promouvoir cet important guide et événement afin de sensibiliser le grand public à la valeur et à l'importance du recours en habeas corpus. Le Canada est non seulement heureux d'être associé avec cet événement, avec la production de ce guide, mais il est également fier de travailler avec vous tous pour améliorer les résultats judiciaires pour les membres les plus vulnérables de la société haïtienne. Je tiens à féliciter Avocats sans frontières et ses partenaires pour leur travail acharné dans l'établissement de ce guide, ainsi qu'à vous remercier tous pour votre participation inspirée et passionnée aujourd'hui. Il existe encore de nombreux obstacles à l'accès aux services judiciaires pour les Haïtiens, et bien que le travail doive se poursuivre, le lancement de ce guide et vos efforts continus marquent une étape importante vers le progrès et la protection des droits de l'homme ici en Haïti. Je vous souhaite un bon lancement et un atelier fructueux. Merci un peu. Nous tenons à vous remercier vivement pour votre présence aujourd'hui, malgré les circonstances et malgré un premier report de l'activité, à cette activité très importante de lancement d'un guide tant attendu sur le recours en habeas corpus. Il a été développé par une équipe d'avocats haïtiens qui sont avec nous aujourd'hui et qui animeront la journée, en collaboration avec l'équipe d'Avocats sans frontières Canada et avec l'Office de protection du citoyen, un partenaire très important d'Avocats sans frontières Canada, dans le cadre du projet AJULI, Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, qui bénéficie d'un soutien extrêmement important d'Affaires mondiales Canada. Le projet AJULI vise notamment à contribuer à offrir une offre accrue de services d'assistance judiciaire à des personnes vulnérables, que ce soit des femmes, mais aussi des personnes en situation de détention provisoire abusive, en situation de détention préventive prolongée. Avocats sans frontières Canada a démarré, comme l'a souligné M. le protecteur, un programme d'assistance judiciaire en 2018 afin de venir en aide à des détenus en situation de détention préventive prolongée. Depuis lors, une équipe de feu de 5 avocats dans 5 juridictions sont venus en aide, malgré tous les défis, à des personnes en situation de détention provisoire abusive. Ils ont, dans le cadre de leur pratique, observé plusieurs défis dans l'exercice des droits des détenus, qui souvent étaient arrêtés de manière arbitraire ou encore gardés en détention de manière illégale ou arbitraire. Et donc, ils ont commencé à réfléchir à des outils, à des stratégies et des outils, conjointement avec Avocats sans frontières Canada, pour remédier à la situation. C'est eux, donc, qui nous ont proposé de développer ce guide très important sur le recours en habeas corpus. Et c'est dans ce sens que nous avons collaboré ensemble.
Nous avons eu aussi la grande chance de bénéficier de la collaboration du protecteur du citoyen dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d'assistance judiciaire mis en œuvre conjointement, mais aussi pour le développement de ce guide. Monsieur le protecteur a accepté de faire la préface donc, de ce guide très important. Ça démontre tout l'engagement de l'institution pour combattre la détention provisoire abusive. Nous avons aussi bénéficié des conseils d'un magistrat très reconnu au sein du système judiciaire qui a activement contribué à la rédaction du guide et aussi d'un ancien ministre de la Justice, M. Maître Magloire, René Magloire, qui a aussi bonifié le guide et contribué à sa révision. Donc, cette initiative mise à mettre en lumière l'importance de ce recours en habeas corpus afin de réduire le nombre de personnes qui sont victimes de détention préventive prolongée. Dans le rapport annuel 2017-2018 de l'OPC, l'OPC présente la détention provisoire arbitraire, appelée ici détention préventive prolongée, comme l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les systèmes judiciaires et carcérales haïtiens. Pour sa part, une organisation de la société civile haïtienne, le RNDDH, estime dans un rapport rendu public cette année que pendant les 4 dernières années qui se sont écoulées, le pourcentage des personnes en attente de jugement a toujours oscillé entre 64% et 82% de la population carcérale totale du pays. Pourtant, en décembre 2018, selon le RNDDH, l'État haïtien s'était engagé par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme à faire baisser le taux de détention préventive illégale et arbitraire à 20%. Comme le soulignait aujourd'hui Monsieur le protecteur du citoyen, le taux est maintenant à 90%. La situation, comme vous le savez, s'est dégradée au cours des dernières années en raison des dysfonctionnements, de l'insécurité qui sont très présents dans la juridiction de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets. Avocats sans frontières Canada a voulu, par l'entremise de ce document, apporter de l'eau au moulin pour une saine et efficace administration de la justice. Cela implique, comme le soulignaient nos confrères, l'application des articles 26 et suivants de la Constitution haïtienne qui garantissent le droit à un recours en habeas corpus, mais aussi les traités internationaux qui sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. D'ailleurs, ces instruments internationaux peuvent être invoqués devant les juridictions nationales. Et donc, ce guide pratique a effectivement pour vocation à contribuer efficacement à combattre la détention provisoire abusive qui constitue une violation à plusieurs droits humains reconnus par la Constitution et ses traités. Nous espérons sincèrement que cet outil technique pourra servir comme référence, comme le mentionnaient également nos confrères, aux acteurs judiciaires qui cherchent à garantir au quotidien le respect des droits des justiciables. Le guide, vous verrez, est divisé en 7 parties qui feront l'objet de discussions, d'échanges, de débats tout au long de la journée avec même ceux qui sont à l'origine de la rédaction de ce guide, et grâce aussi à la modération de l'ancien bâtonnier de Port-au-Prince. Il met donc en lumière le cadre juridique national et international en vertu duquel on peut recourir à l'habeas corpus pour garantir des droits fondamentaux. On y énonce aussi des causes pour lesquelles on peut justifier un tel recours. On trace la procédure applicable en la matière, les preuves étant admissibles, les difficultés aussi qui peuvent en découler. On tente aussi, à travers ce guide, à apporter certains éléments de réponse sur la question de la saisine de la juridiction compétente. Il offre aussi quelques orientations sur le contenu et la forme du mémoire à adresser aux doyens du tribunal de première instance, qui se trouve notamment en annexe. Il présente différents types de recours, que ce soit le recours en habeas corpus individuel, préventif, correctif ou encore collectif. Le guide, effectivement, promeut l'habeas corpus collectif sur la base de l'expérience très fructueuse des avocats du programme d'assistance judiciaire qui a mené à la libération de détenus qui étaient en situation de détention arbitraire pendant de plusieurs années. Donc, ce recours collectif en habeas corpus constitue un précédent très important qui a été par la suite répété et utilisé par d'autres confrères.
Le guide aussi insiste de manière intéressante sur la responsabilité de l'État, la responsabilité civile de l'État et de ses agents aussi. Il introduit aussi la notion de litige stratégique, en particulier pour combattre la détention provisoire abusive, que ce soit sur le plan national ou en ayant recours à des instances internationales. Comme vous le savez, le litige stratégique est un outil extrêmement important pour les avocats, la société civile, les acteurs du système, pour établir des changements, établir des précédents, des changements de pratique, notamment sur cette thématique importante. On espère que ce guide apportera donc une contribution au respect des garanties judiciaires des justiciables et pourra être utilisé comme outil de référence pratique dans le quotidien des acteurs judiciaires, qui sont ceux qui jouent un rôle fondamental pour la réduction de cette détention préventive prolongée et la pérennisation de bonnes pratiques au sein du système. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les auteurs, toutes les personnes qui ont contribué activement à la rédaction de ce guide. Plusieurs d'entre eux sont avec nous aujourd'hui, Maître Fatal, Maître Alcindor, Maître Siguet, Maître Noël. Donc, un très grand merci à toute l'équipe chevronnée qui a participé à la rédaction de ce guide. Merci à toute l'équipe d'Avocats sans frontières Canada qui ont aussi joué un rôle fondamental pour la révision de ce guide, la rédaction du guide et la tenue, finalement, son lancement aujourd'hui, très important. Merci à l'OPC pour avoir immédiatement accepté de s'embarquer dans cette aventure importante pour doter les acteurs judiciaires de cet outil. Et merci à toutes les personnes qui ont contribué à sa révision et sa bonification. Et finalement, un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de modérer les ateliers aujourd'hui, de participer à titre d'intervenants afin de partager leurs expériences sur cette thématique. Nous espérons que la journée va vous offrir de nouvelles perspectives afin que vous puissiez continuer à contribuer à la hauteur de vos ambitions à ce combat commun contre la détention préventive prolongée et arbitraire qui nuit à la jouissance des droits fondamentaux des citoyens du pays. Merci. Andé à quoi c'est deux. Matin, c'est une grande occasion dans le niveau centre technique d'exploitation région métropolitaine de Port-au-Prince. Nous réunis pour nous faire un point de presse sur le problème qui gagne au niveau de Dikini à Bolos pour alimenter le réservoir Bolos là, qui est de très grande capacité, de 25 pieds, qui est 7500 000 m3 d'eau, qui aujourd'hui n'a pas recevoir de l'eau. Tout d'abord, nous gagnons sous Dikini et tunnel Dikini, qui est un gros patrimoine que nous gagnons au niveau région métropolitaine de Port-au-Prince, parce que c'est lui-même qui alimente tout centre commercial au niveau de Port-au-Prince. Mais aujourd'hui, nous gagnons avec les problèmes qui gagnent à travers quartier, ça vient permettre qu'il y ait pile de monde qui intervenir sur le réseau, ils piquent le réseau. Et ils piquent le réseau, vient permettre que nous ne pas alimenter le réservoir Bolos. Et là, nous ne pas alimenter le réservoir Bolos, ça veut dire nous ne pas alimenter l'hôpital général. Et zone ça, c'est des zones qui ont fait des piquages sur un réseau que nous avons qui c'est 24 pouces. Et 24 pouces là, tellement ils piquent, eh bien, doivent gaspiller. Maintenant, nous faisons point de presse là et nous mettons tout sur des pompes. Nous connaissons qu'en pile côté viennent construire en hauteur, il n'y a pas de l'eau qu'on a là, ils ont placé des pompes sur le réseau. Ça vient permettre que le débit de l'eau considérablement diminuer. Et le diminuer qu'on a là, il pas arriver au niveau des réservoirs pour nous capables de faire des vannes pour nous alimenter le centre-ville de Port-au-Prince. Donc maintenant, nous réunissons, c'est pour nous capables premièrement faire un cri d'alarme avec la population qui est dans la zone Dikini, qui est dans la zone Bisoto 51, Bisoto 53, qui est dans la zone Madanda d'Ampoué, qui est dans la zone Labelaire, qui est dans la zone Fontamara 27, Soré, okay, qui est dans la zone EDH, et qui est dans la première, deuxième, troisième, quatrième avenue, que aujourd'hui, nous avons un gros déficit, nous ne pouvons pas alimenter cette zone parce qu'il y a pile de dégâts que messieurs fait sur le réseau. Donc maintenant, nous pensons que nous-mêmes en tant que mission, nous c'est de l'eau, et bien aujourd'hui, puisque nous ne pouvons pas de l'eau, et bien nous alerter la population. Face à cette situation, nous avons une campagne de sensibilisation que nous avons menée. La campagne de sensibilisation, c'est qui ça?
c'est pour nous capables, premièrement, expliquer à la population aujourd'hui, on ne peut pas de l'eau 24 sur 24. Et réseau à tout, les écraser réseau à tout, ça vient permettre que nous ne sommes pas capables de dans la région métropolitaine, spécialement dans le niveau centre-ville de Port-au-Prince. Nous demandons matin avec tout le monde, nous ne pas dire nous pas de l'eau, mais nous parlons des techniciens qui déjà fait inventaire sur le réseau. Techniciens, ça ne pas le faire qui ça? Ils ne pas regarder pour le piquage ça fait. Eh bien, nous parlons des points de soudure qui ne pas le faire là-dedans. Et points de soudure, ça va permettre que nous-mêmes, pour de l'eau rentrer dans le réseau. Et tout le monde ça même qui a un piquage qui a été fait là-dedans, eh bien, ils peuvent aller au niveau des agences de Carrefour qui n'ont pas. Et ils peuvent faire doléances. Et à partir de doléances qu'on a là nous-mêmes, nous allons regarder ensemble avec eux, nous allons poser des vannes. Nous allons poser des vannes et nous allons des horaires bien déterminés ensemble avec eux pour nous capables d'alimenter toute zone. Donc, surtout journée aujourd'hui, au niveau de Dikini, nous connaissons que nous disons que le tunnel là c'est 1,8 km. Ça veut dire que nous gagnons, c'est une grande patrimoine nous gagnons. Mais il y a l'autre gros dérapage qui a fait qui est une grande inquiétude. Côté nous avons un cri d'alarme par l'autorité locale, magistrat Kafwa, magistrat Kazek, Azek, délégué, parce que journée aujourd'hui, tunnel là te boisé, ça veut dire que tu as pile pied bois là-dedans. Journée aujourd'hui, il y a presque fini couper pied bois. Le soir, il y a pris à couper pied bois. Et il y a déboisé. Et il y a pile construction qui a fait dans cette tunnel là, que c'est des terres, que c'est des autorités qui vendent. Donc nous-mêmes aujourd'hui, nous disons que il faut être capable de suspendre avec ça. Si on ne pas suspendre, parce que journée aujourd'hui, eh bien, nous-mêmes au niveau de CTRMPP, nous n'avons pas d'autres moyens pour nous alimenter cette ville-là et même zone ça autour. Parce que le débit de l'eau, tout à l'heure, comme ça dit, le coordonnateur général là, parle de nous comment le débit de l'eau diminue de 2016 à aujourd'hui, et bien le débit de l'eau diminue considérablement. Et nous-mêmes, nous voulons que tout le monde, journée aujourd'hui, nous sommes capables de l'eau. Mais quantité que nous avons, par exemple, que des côtés qui piqué de l'eau, c'est pour garder de l'eau à 24 sur 24. Et bien aujourd'hui, nous disons, quelle que soit la raison, nous ne sommes pas capables de l'eau dans la région métropolitaine à 24 sur 24. Parce que quantité de en pile et diminution qui gagne au niveau de nappe là, et bien, elle vient permettre que aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de tout le monde l'eau. Donc, dans ce sens, nous demandons avec la population, et bien, les lois, ça veut dire agence de Carrefour, direction quartier défavorisée, il n'y a pas de souterrain pour capable faire travail ensemble avec des gens qui nous payer pour capable souder et bien pour accompagner et yo même tout qui pas payer de l'eau, faut descendre dans l'agence là pour payer de l'eau pour permettre que nous-mêmes nous capable continuer à subsister. Et nous dit pour gens qui mettent pompe, on a tiré pompe parce que pompe pas utilisé sur réseau, les réseaux en charge, la diminuer et de l'eau et l'elvin diminuer qui ça va passer et bien qu'on a à côté pour de l'eau atteindre pas atteindre. Et nous, on est aujourd'hui à l'hôpital général. Eh bien, c'est c'est camion de dans l'hôpital général. Parce que de l'eau arrive, bon, ce n'est pas rentrer dans le réservoir. Débit extrêmement faible. D'ici lundi, on a commencé avec une campagne de sensibilisation ça, pour nous permettre de colmater fuite ça et placer des vannes sous le réseau pour permettre que le gaspillage qui gagne, et bien pour gaspiller. Donc, et nous avons l'autre deuxième côté encore, c'est du côté de déplume, tête de l'eau. Tête de l'eau, c'est une source que nous gagnons. Mais nous avons tête de l'eau, nous avons des plumes. Je ne dis pas, centre-ville de Pétionville, presque pas alimenter, parce que des gens, nous ne pouvons pas dire des individus, nous ne pouvons pas dire quelqu'un d'autre, mais il y a des gens qui prennent en otage en vanne que nous avons au niveau de plumes. Nous demandons avec nous, eh bien, pour presser pour l'ouvrir vanne, et nous-mêmes, au niveau de CTA, nous prêts pour nous chiter attendre des doléances. Nous là pour nous bailler de l'eau, mais nous pas là pour essayer de gens pour prendre de l'eau, pour la vendre de l'eau avec des particuliers. Et pendant ce temps que le centre-ville de Pétionville, lui-même, nous pas qu'à alimenter. Par exemple, nous avons tout le monde nous journée aujourd'hui après ces capitales là, et bien c'est dans Pétionville, mais l'eau pas de l'eau pour bailler ça, avec des camions de l'eau tellement vin cher et nous-mêmes nous pas de moyens pour nous de l'eau par camion. Donc, aujourd'hui nous venons, c'est travail ça nous voulons pour nous faire pour permettre que chaque monde capable de gagner moyens pour rejoindre de l'eau, même les pas en quantité, mais pour capable de joindre moyens pour faire. La dernière fois, nous avons parlé dans le même point de presse concernant nos forages, nous avons quoi des bouquets. Et bien, après le point de presse, nous recommençons avec alimentation vers le réservoir, nous avons dans R120 qui est dans la zone silo et sur route frère. C'est-à-dire, forage nous avons au niveau de quoi des bouquets. Et bien, pas souci que pour nous capables de l'eau, et bien, nous entrons dans la population et nous permettons de jouer nos philosophies qui propre
OK, ensemble avec la population, nous alimenter en carburant et ça permet que nous recommencer à alimenter zone qui permettent que après journée aujourd'hui plus ou moins au niveau de Delma à dire zone R120 zone Silo et bien nous recommencer par de l'eau et sur route frère côté nous avons un paquet de travail qui était un paquet d'inquiétude et bien de l'eau nous recommencer par lui. Par contre, nous profitons de l'occasion ça tout pour nous dire avec tout le monde pour payer de l'eau. Parce que journée aujourd'hui nous avons un problème grave. Carburant tout le monde connaît, nous pas fait carburant. Et n'a pas acheté carburant à des prix variés. Parfois jeune carburant non prix, parfois pas jeune ni. Et parfois jeune non prix qui est extrêmement cher. Et aujourd'hui pour nous produire de l'eau, eh bien nous obligés de temps en temps d'acheter carburant. Acheter carburant et tout le monde connaît, nous connaît que le prix carburant si tout c'est diesel nous consommer, eh bien il est très cher. Donc nous demandons avec tout le monde eh bien passer dans l'agence payer de l'eau. Les gros doléances, les nages sur dans 59 bail doléances pour permettre que nous-mêmes quantité de l'eau nous produisons, non seulement le arriver là caillou et nous-mêmes pour nous capables continuer subsister, pour nous capables continuer bail de l'eau, et bien nous demandons avec tout le monde et bien payer de l'eau parce que l'eau est extrêmement important. Donc moi pense que en gros c'est ça m'intéresse dans le presse là. N'a passé avec l'ingénieur Thomas qui est coordonnateur général à lui-même, il va l'expliquer nous différentes sources que nous avons dans la région métropolitaine, non période, mais comment combien de litres d'eau de à la seconde, et journée aujourd'hui maintenant qui niveau est tombé. Ça veut dire, si il y a des travaux qui vous faites, et nous demandons avec la population pour collaborer, eh bien nous pensons que, j'en ai toujours dit, sur l'aide d'Alam, pita pour le papier triste, c'est nous tous qui vous mettons tête nous ensemble, pour que la production nous gagne, pour que la production soit capable d'arriver, desservir nous toute la population. Merci. Attendez à quoi c'est deux. C'est pour moi un plaisir de lancer aujourd'hui l'atelier d'échange et de promotion autour de l'avancement du processus de ratification par le gouvernement d'Haïti des conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata sur la gestion rationnelle des déchets dangereux. La pollution constitue l'un des grands problèmes environnementaux qui menacent la santé humaine et l'équilibre environnemental. L'activité humaine à l'échelle mondiale génère de plus en plus de déchets que le système naturel n'arrive pas à neutraliser. Le volume de déchets ne cesse pas de croître à travers le monde, alors que les gouvernements ne maîtrisent pas toujours toutes les données concernant les quantités et les formes de pollution qui affectent leur pays, ainsi que les risques qu'elles représentent. Notre pays, Haïti, n'est pas exempt. Les objectifs du développement durable 3 et 6 ont établi l'effet de la pollution sur la dégradation de la santé et du bien-être des populations, à travers la perte de l'équilibre environnemental. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable, qui découlait du sommet de Rio en 1992, avait prescrit au gouvernement de définir des plans de protection de l'environnement qui comporteraient des objectifs de réduction des déchets dangereux en se basant sur le principe pollueur-payeur. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, tient beaucoup à cœur cet atelier d'aujourd'hui portant sur des conventions relatives à l'environnement traitant spécifiquement de la pollution qui est un enjeu majeur pour le pays. Il me plaît ici de saluer la présence dans cette salle ou cet atelier des spécialistes de haut niveau qui ont accepté de répondre présents pour partager leurs connaissances. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue et déjà une bonne participation. Distingués invités, chers participants, nous sommes à une époque qualifiée de cruciale pour l'avenir de notre planète.
Déjà, les scientifiques parlent de points de basculement ou points critiques pour certains écosystèmes, signifiant ainsi que ces écosystèmes ont atteint un stade de dégradation n'offrant plus de possibilité pour un retour à un état de fonctionnement normal. On perçoit alors les efforts énormes que nous devons déployer pour atteindre la vie en harmonie avec la nature, tant souhaitée. Compte tenu de la vulnérabilité du pays à se protéger contre toutes ces formes de pollution et contre les tentations existantes chez certains pays industrialisés à se débarrasser de certains déchets dangereux en les exportant dans d'autres pays plus faibles et incapables de les gérer. Haïti devrait être à l'avant-garde de l'adoption et de la mise en œuvre de ces conventions. Entre autres avantages, le pays serait à même de se créer un cadre de protection contre l'exportation de déchets dangereux et promouvoir sa capacité de prévention, d'action et de gestion de la pollution. Malheureusement, en 2022, le pays n'est pas parti à ces conventions. L'urgence se fait donc sentir et le pays n'a plus de temps à perdre. Je vous invite donc plus particulièrement à mettre le projecteur sur ces conventions, à faire sortir l'urgente nécessité pour le pays de devenir partie à ces conventions et s'engager dans la gestion des déchets dangereux et de la pollution en général. Analyser le système législatif haïtien et la possibilité de conduire ce processus à terme. Pour terminer, je voudrais une fois de plus, au nom du ministre de l'Environnement, M. James Cadet, et à mon nom propre, réitérer les remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme et plus particulièrement l'UNITAR pour leur accompagnement dans l'organisation du présent atelier. Sur ce, et tout en vous souhaitant des échanges fructueux, je déclare ouvert l'atelier de travail dans le cadre du programme de ratification des conventions de Bâle, Rotterdam, Stockholm et Minamata sur la gestion rationnelle des déchets dangereux. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux.